bienvenue. Ces dernières semaines, si on se penche sur la péninsule coréenne, il y a de quoi être un peu perplexe. C'est le moins qu'on puisse dire. On a des démonstrations de force militaire d'un côté, et puis de l'autre, des annonces de grands projets économiques. On souffle le chaud et le froid, comme on dit. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de démêler un peu ces signaux contradictoires. On va se plonger dans les sources pour répondre à une question assez simple en apparence. La Corée du Nord se prépare-t-elle à la paix ou se positionne-t-elle pour asseoir son pouvoir? Une question centrale. Cette analyse vous est présentée par ProWave AI, qui propulse l'intelligence. Elle est générée par Stylo News, l'application d'information alimentée par l'IA. Il faut préciser que Stylo News, c'est la version grand public d'un logiciel, Stylo Intellops, qui est normalement conçu pour des opérations gouvernementales, militaires, commerciales. Ce qui veut dire que nos auditeurs ont accès à une technologie d'analyse qui est habituellement réservée aux décideurs au plus haut niveau. Tout à fait. Alors, commençons par le plus concret, le plus bruyant, si je puis dire. Fin janvier, Pyongyang a procédé à une série d'essais militaires. Qu'est-ce que les rapports nous disent précisément? Alors, l'effet brut, rapporté par plusieurs agences, c'est que le 27 janvier, plusieurs missiles balistiques à courte portée ont été tirés depuis la région de Pyongyang. D'accord? Direction la mer, à l'est. Ils ont parcouru entre 350 et 360 km. Et on sait de quel type d'arme il s'agit? Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Les détails techniques pointent vers un système de lance-roquettes multiples de 600 mm, le KN-25. KN-25. Et un détail qui a son importance, Kim Jong-un était là. Il a supervisé les tirs en personne. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas forcément experts en balistique, qu'est-ce qui rend ce KN-25 si particulier? Ce qui est vraiment fascinant avec cette technologie, c'est qu'elle fait un peu exploser les catégories habituelles. C'est-à-dire? Imaginez que vous fusionnez un énorme canon d'artillerie avec un missile guidé. Voilà. Il a la capacité de tir rapide de l'artillerie, donc il peut lancer plusieurs projectiles en très peu de temps, D'accord, une saturation. mais avec la portée et surtout la précision d'un missile balistique tactique. Les analyses techniques soulignent sa mobilité et son système de guidage autonome. Ce qui le rend difficile à contrer, j'imagine. Très difficile à brouiller en tout cas. Donc, si je comprends bien, ils peuvent tirer plus vite, comme de l'artillerie, mais avec une précision quasi chirurgicale, comme un missile. C'est ça le vrai danger. C'est exactement ça. C'est un changement tactique majeur. Il ne s'agit plus seulement d'une menace de saturation où on arrose une zone. Là, on parle de frappe précise. Et les implications stratégiques sont... Énorme. Selon plusieurs analyses, ces projectiles peuvent atteindre n'importe quelle cible en Corée du Sud, y compris les bases américaines les plus importantes. Ah oui, quand même. Et le point le plus préoccupant, soulevé dans plusieurs rapports, c'est qu'il est potentiellement capable d'emporter des ogives nucléaires tactiques. C'est un pas de plus, donc. C'est un pas de plus dans la crédibilité de leur stratégie de dissuasion. Absolument. Oui, mais voilà où ça devient déroutant. Pendant qu'ils testent ces armes, les sources qu'on a analysées montrent une toute autre facette du régime. Oui, on est presque à l'opposé. Un événement politique majeur se prépare. En effet, le 9e congrès du Parti des travailleurs est annoncé pour la fin du mois de février. C'est le premier depuis 2021, donc depuis 5 ans. C'est un moment absolument clé. Et le message officiel, c'est quoi, Evelyne? Le message martelé par Kim Jong-un lui-même, c'est de donner la priorité à un renforcement militaire exceptionnel. On est donc dans une sorte de grand écart permanent, non? D'un côté, le chef militaire qui supervise les tirs, et de l'autre, le père de la nation qui va inaugurer des projets civils. C'est tout à fait ça, on voit aussi cette facette. Parce que c'est bien ce qui se passe aussi si on en croit les médias d'État. Comment on interprète ce double jeu? C'est la tension au cœur même du régime. Il est obligé de jouer sur 2 tableaux en même temps. Pour l'extérieur et pour l'intérieur. Précisément. Vers l'extérieur, il doit projeter une image de force militaire absolue, c'est sa garantie de survie, mais vers l'intérieur, il doit aussi assurer un minimum de développement, de prospérité, pour garder le soutien de la population et des élites. C'est un exercice d'équilibriste. Un exercice constant. On l'a vu récemment avec l'inauguration de la ferme serre de Sinuiju, un projet pour améliorer le quotidien après de graves inondations. On parle aussi d'une grande campagne de construction nationale qui pourrait, selon certaines sources, réaffecter des militaires à des chantiers civils. Donc ce congrès qui arrive, on peut s'attendre à une formalisation de cette stratégie à deux têtes, plus de missiles, mais aussi plus de chantiers. C'est très probable, oui. L'objectif affiché sera sans doute un mélange d'autosuffisance économique, un concept qui leur est très cher, et de poursuite de la modernisation militaire. Dans leur logique, l'un ne va pas sans l'autre. Un pays fort peut se défendre et se nourrir. Voilà.
c'est leur vision. Et cette projection de force, elle ne se fait pas en vase clos. Elle dépend beaucoup de ces alliances. Ce qui nous amène à l'axe Pyongyang-Moscou. Un axe qui est devenu absolument central, hein. Depuis 2023, la Corée du Nord est un fournisseur majeur pour l'effort de guerre russe en Ukraine. On parle de millions d'obus d'artillerie, de systèmes de missiles comme le KN-23. Mais les informations les plus récentes montrent un ralentissement. Oui, les données pour janvier 2026 indiquent un coup d'arrêt assez brutal. Ah, pour des raisons politiques? Une tension entre les deux? Non, et c'est ça qui est assez intéressant. La cause est beaucoup plus prosaïque. C'est-à-dire? La météo, un hiver exceptionnellement rigoureux, a tout simplement paralysé les ports russes de l'Extrême-Orient. Vostochny, Vladivostok, les images satellites montrent des ports pris par les glaces. C'est très difficile, voire impossible, de décharger les navires nord-coréens. La météo qui s'en mêle. C'est assez ironique. Mais pendant que ça gèle au nord, au sud, les choses sont en pleine ébullition. L'alliance historique entre Washington et Séoul, elle se transforme en profondeur. C'est un point absolument fondamental. La nouvelle stratégie de défense nationale du Pentagone pour 2026 marque un vrai tournant. En quoi? Elle transfère officiellement à la Corée du Sud la responsabilité principale de la dissuasion conventionnelle face au Nord. Donc, les États-Unis se retirent. Pas tout à fait. Ils garantissent toujours le parapluie nucléaire et un soutien qu'ils qualifient de critique mais limité. Mais le message est clair. Séoul doit prendre les rênes de sa propre défense. C'est un vrai tremblement de terre, ça, non? Pendant des décennies, le message c'était « l'Amérique protège ». Là, ça sonne plus comme « à vous de jouer, on vous couvre de loin ». C'est une très bonne synthèse. Et à Séoul, comment c'est perçu? Comme une promotion ou comme un abandon? C'est un mélange très complexe des deux. D'un côté, il y a une certaine fierté nationaliste, incarnée par le président Lee Jae-myung. Il parle de s'inspirer du modèle israélien. Une nation suréquipée, capable de se défendre seule. Exactement. Mais de l'autre, il y a une anxiété profonde. Que se passera-t-il si une future administration américaine se désengage encore plus? C'est cette anxiété qui amène des discussions autrefois taboues sur la table. Comme la question des sous-marins à propulsion nucléaire. Précisément, c'est un sujet des pourparlers de haut niveau en cours, mais ça va même plus loin. Le président Lee a publiquement évoqué la possibilité pour la Corée du Sud de développer sa propre capacité nucléaire si la garantie américaine venait à faiblir. Une déclaration qui aurait été impensable il y a encore quelques années. Absolument impensable il y a 10 ans. Ça montre à quel point les lignes ont bougé. D'accord. Donc, tout est en mouvement. Essayons de nous mettre dans la tête des différents acteurs. Pour Pyongyang, quelle est la peur qui motive tout ça? La peur fondamentale, qui ressort de toutes les analyses, c'est la survie du régime. Kim Jong-un, il considère ses armes nucléaires comme une assurance vie contre ce que les stratèges appellent des opérations de décapitation. Juste pour être clair, opération de décapitation, c'est un terme assez brutal. On parle bien de frappe ciblée pour éliminer le haut commandement, hein. C'est précisément ça la crainte, qu'elle soit fondée ou non. Du point de vue de Pyongyang, ils ont dit ce qui arrivait à des régimes comme celui de Kadhafi en Libye, qui avait renoncé au nucléaire. Donc pour eux, c'est une leçon. Pour eux, l'arsenal nucléaire, ce n'est pas juste une arme. C'est une police d'assurance vie personnelle pour le dirigeant. Chaque essai de missile est un message qui dit « ne pensez même pas à nous attaquer ». Et la Chine, la Russie, dans tout ça, comment voit-elle ce jeu se dérouler à leur porte? Elle joue un jeu très ambigu. D'un côté, la Corée du Nord est un pion utile pour contrer l'influence américaine dans la région. Pour occuper Washington. Voilà. Mais de l'autre, elle redoute une escalade incontrôlée. Une guerre dans la péninsule serait un désastre à leurs frontières, et elles ne veulent pas non plus d'une Corée réunifiée sous l'égide de Séoul et Washington. Donc elles soutiennent juste assez. Juste assez pour que le régime survive et pose problème aux États-Unis, mais pas au point de déclencher une vraie guerre. C'est un équilibre très précaire. D'accord. Si on récapitule, c'est une sorte de partie d'échecs à 4 dimensions. Face à ce tableau, comment est-ce qu'on peut anticiper la suite ordée? Pour y voir plus clair, les prochaines semaines vont être cruciales. On peut identifier trois indicateurs à surveiller de très près. D'accord. Lesquels? Le premier et le plus important, c'est ce fameux congrès du parti fin février. Les annonces qui seront faites donneront le cap pour les années à venir. Il ne serait pas surprenant que de nouvelles armes y soient présentées. Le deuxième indicateur, j'imagine, ce sont les discussions entre Washington et Séoul. Absolument. Les conclusions de leurs pourparlers sur la modernisation de l'Alliance vont redessiner la sécurité de la péninsule. La décision sur les sous-marins nucléaires, par exemple, sera un marqueur extrêmement fort. Et le troisième point?
On en revient au port russe. Oui, il faudra garder un œil sur les images satellites. Le redémarrage des livraisons d'armes nord-coréennes, une fois le dégel arrivé, sera le meilleur baromètre de la solidité de l'alliance entre Pyongyang et Moscou. Ce qui amène à une pensée finale un peu vertigineuse. On a toujours vu la Corée du Nord comme le principal acteur du changement, celui qui dicte le tempo. Mais si, en réalité, le changement le plus fondamental venait non pas de Pyongyang, Mais de la réaction de Séoul. exactement, de la réaction de Séoul à cette nouvelle ère d'autonomie et aux questions existentielles qu'elle se pose sur sa propre défense, y compris nucléaire, c'est peut-être ça le vrai tournant. C'est une perspective à ne surtout pas négliger. Notre analyse s'achève ici. Nous espérons qu'elle vous a apporté un éclairage utile sur une situation, on l'a vu, très complexe. Pour aller plus loin et obtenir vos propres synthèses personnalisées à partir de centaines de sources, Vous pouvez télécharger l'application Stylo News sur mobile et ordinateur. Abonnez-vous et créez vos propres briefings à la demande sur www.stylonews.com. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. merci à tous. N'hésitez pas à nous proposer des sujets pour de futures analyses. Vous pouvez aussi nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt!